Télésignal. Bonsoir à tous et à toutes, c'est bien l'heure du grand journal de Télésignal. Tout d'abord, les points forts de l'actualité. 3 morts suite à 3 attaques à main armée. Les cadavres de 2 jeunes gens ont été découverts ce matin dans les quartiers de Delma 34 et 44. Une commerçante a été abattue dans le marché de fruits de mer de Bizoton à Carrefour. Le bureau du contentieux électoral national a tranché sur les 11 cas de recours concernant les contestations de 9 candidatures à la présidence. 4 candidatures sont maintenues, 4 écartées. Le cas de Simon de Soldera est confié au CEP. Dans ce journal, la ministre de la Santé publique apportera des précisions sur sa décision de fermer la morgue de l'HUH. Un manque de ressources, précise Florence Duperval-Guillaume, qui annonce la construction d'une morgue communautaire à Tabar pour pallier le problème. Le ministère de la Santé publique certifie les institutions autorisées à former des professionnels de la santé à travers le pays. 72 écoles ont reçu le logo, les habilitant à poursuivre leur travail. Et puis, installation d'un nouveau directeur exécutif à l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCL BP. Clément Bélizer vient remplacer Harry Adam dans cette fonction qu'il a occupée pendant 3 ans. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité à ce journal. Bienvenue au développement. On va parler élections. Le bureau du contentieux électoral national a rendu hier soir son verdict portant sur les 11 cas de recours concernant 9 candidats dans le cadre des contestations de candidature à l'élection présidentielle de 2015. 4 candidats sont maintenus et 5 autres écartés, mais la décision rendue par le BCEN autour du recours exercé contre le candidat Dieu seul Simon Dera fait couler beaucoup d'encre. Certes, le BCEN a cassé la décision du BCED pour absence de décharge. Cependant, le tribunal renvoie la balle aux membres du Conseil électoral provisoire sur la base de l'article 98 du décret électoral. Dans la liste des candidats retenus, on retrouve Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines, Jovenel Moïse de PHTK, Jackie Lumarc de la plateforme Vérité et Antoine Joseph. Les 5 autres qui ont été écartés, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, l'ex-ministre de la Planification Josepha Gauthier, l'ex-ministre de l'Intérieur Thierry Mayer-Paul, l'entrepreneur Anthony Bennett, dit Titoni, et Dera Simon Dieu seul. Il faut dire que le verdict du BCEN est salué par l'un des avocats du candidat Joseph Antoine, dont la candidature a été rejetée par décision des juges du bureau du contentieux électoral départemental, puis acceptée par le BCEN. Aux yeux de maître Ralph Fièvre, c'est la loi qui a triomphé dans le cadre du dossier de son client, qui, affirme-t-il, avait soumis son certificat de décharge au bureau du contentieux électoral départemental. Les déclarations de Ralph Fièvre au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Saïd. Il a la décharge, sa gestion a été saine et que deuxièmement, il joue de la prescription.
en constitution, sont pas la constitution. La constitution, c'est la loi mère qui est suprématie toute l'autre loi, tout est respecté. Donc, la première instance, là, bon, pratiquement, réflexion a été faite que bon, bah, c'est pas en faveur nous, et qu'ils n'ont pas tenu compte d'eux-mêmes. Mais la deuxième instance, là, qui recoule là, et que le droit a triomphé, le droit pur, le vrai droit. Ok, donc nous satisfaits. Et que nous, le Joseph, et que bon, on nous satisfait de décision. Hein. Moi, je dis, nous pas de gain d'échange. L'échange, nous pas de gain d'échange. Tandis que nous déposons pour délibérer et certificat d'échange, non? Certainement que oui. Mais écoutez, vous savez, le droit est appliqué par des hommes. Okay? Et l'homme a... Chaque homme a sa lecture. Tu vois bien? Et donc il ne revient pas à tout le monde d'être juge. Pour ça, nous ne sommes pas juge. Pour ça, nous ne sommes pas juge. Okay? Donc, moi, j'ai respect pour le juge. Ok, ils ont décidé sur la concession. Pour l'étape là, bon, nous avons ce pays en balise, candidat officiel qui pour l'élection. Si pas un changement, c'est ça la pied. Et nous confions, si nous pouvons préparer, nous connaissons que bon, la liste sortie dans l'élection. À moins de 2 mois de la date fixée par le Conseil électoral provisoire pour la tenue des prochaines législatives, de plus en plus de partis politiques continuent de contester l'éviction de leurs candidats de la course. C'est le cas de la Convention Unité démocratique qui qualifie d'abus et d'injustice la décision du Bureau du contentieux électoral national d'écarter plusieurs candidats au Sénat et à la députation sous la bannière de la CID. Les membres de cette structure politique qui ont rencontré la presse ce jeudi à ce sujet estiment que la liste définitive des candidats agréés pour la législative de 2015 est empreinte de manipulation. Écoutons à ce sujet Jean Fritznel Bellefleur, candidat à la députation de Mol-Saint-Nicolas sous la bannière de la CID, écarté de la cause. Il réagissait au micro de Michi Alexis et Max Joseph. Peut-être que les candidats n'ont pas monté dans la liste des candidats agréés parce qu'on dit que nous pas de bail et titre de propriété non authentifié. Je te donne 72 heures de temps pour faire ça. Voici le titre de propriété. Nous authentifions avec un document déposé et n'aller plus loin. Nous même pas en copie d'avantage. La Caïman, côté Mbati, Caïman, dans Mont-Saint-Nicolas. Avec une requête avocat Patia, maître de misère, nous déposons le dossier à clair. Et n'aller plus loin, nous même pas en copie conforme à la section juridique du CIP. Dans dimanche, ça fait dans 16 mai 2015, mais accusé de réception CPA. Mais copie conforme que nous déposons dans la section juridique qui sont frères, mais accusé de réception par le greffe. Dans dimanche soir, que nous recevons appel du secrétaire général Patia pour nous aller dans le CPA pour nous déposer original titre de propriétaire pour vérification. Dossier insécurité à présent. Tôt dans la matinée de ce jeudi, 2 cadavres gisaient sur le sol sur la route de Delma à hauteur de Delma 44 et 34. Certaines informations font croire que ces personnes auraient été assassinées par balle. Le corps sans vie retrouvé à Delma 44 est identifié sous le nom de Mirbel Desmarais, né en 1982 et originaire de Belladère, département du Centre. L'autre cadavre, à Delma 34, qui n'a pas été formellement identifié, ce serait celui d'un musicien connu sous le nom de Gameface. Il faut dire qu'en milieu de journée, une commerçante a perdu la vie au marché de fruits de mer de Bizoton dans la commune de Carrefour suite à une attaque perpétrée par des bandits armés. Poursuivi par la police, l'un de ces malfrats aurait été tué. Autre point, la ministre de la Santé publique annonce la construction d'une morgue communautaire pour pallier la situation qui prévaut actuellement à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général. Florence Duperval-Guillaume a avancé les raisons à l'origine de la fermeture de la morgue du plus grand centre hospitalier du pays, citant entre autres un manque de moyens financiers, l'absence d'électricité pour conserver les cadavres. En attendant l'achèvement des travaux de reconstruction de l'HUH, la titulaire du MSPP appelle les mairies et la justice à prêter main forte au MSPP dans la gestion des cadavres. Ces précisions au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Premier bien fond des mesures là, vous êtes capable de voir que depuis longtemps, dans la radio, à travers la presse, nous entendons qu'il y a des critiques acerbes par rapport à cadavres qui ne sont pas capables de conserver dans l'hôpital général. Ceci pour plusieurs raisons. C'est que c'est l'hôpital qui est en reconstruction
par rapport à mission l'hôpital là pas qu'à remplir mission de tout mort, quel que soit côté sortir, ils viennent la gueule l'hôpital. Ça, c'est son premier bagage. Deuxième bagage, on connaît un problème d'électricité. Nous avons un problème de ressources financières. Morgue là, pas capable de marcher, gens pour le marcher pour que les gens restent fait 2 mois, 3 mois dans le morgue. Récemment, je vais vous un exemple simple. Nous avons arrivé un ancien chef de la police qui était une fille, si nous songez bien, qui pris tellement de temps pour question de justice que le cadavre là était même pourri. Les parents sont obligés de venir prendre ça, te font toller. Donc, au point de vue respect de la dignité humaine, un morgue qui est en panne, nous ne sommes pas capables de continuer à mettre des cadavres là-dedans qui sortent à tribord et à bâbord, pendant que nous connaissons que il y a des gens qui viennent déposer des cadavres là, ils ne vont pas venir chercher moi. Donc, pour cela, en attendant que nous jouions une solution, puisque c'est l'hôpital qui a bâti, c'est vraiment tout le monde qui a dit que nous avons des services dans l'hôpital là, mais malement, parce qu'en même temps, la construit, tout le monde dans des abris provisoires. Morgue là, c'est pratiquement 2 conteneurs qui fait le rôle de morgue. Donc nous ne sommes pas capables de rester pour ne pas accumuler cadavres, à ne plus finir dans le conteneur. Donc nous sommes obligés de dire que oui, nous avons des dispositions, nous prenons. Nous avons construit une morgue municipale qui pour jouer le rôle municipal là, malheureusement pour qu'on finisse. Mais entre-temps, nous demandons toute mairie prend responsabilité. Nous demandons tout même la justice pour chercher une autre alternative parce que nous ne sommes pas capables de conserver Moyo dans une indignité humaine pour cadavre pourri. Nous avons déjà fini de mourir, déjà qu'on a appelé parce que misère toujours malgré mourir. 72 institutions formant des professionnels de la santé à travers les 10 départements du pays ont été certifiées ce jeudi par des responsables du ministère de la Santé publique et de la Population. Un logo a été décerné à ces institutions, leur permettant de poursuivre leur série de formations relatives à la médecine. Cette initiative qui vise à discipliner le secteur médical en Haïti est supportée par l'Agence américaine de développement USAID et Health Finance Governance, a précisé la ministre de la Santé publique, Madame Florence Duperval-Guillaume. Ces précisions au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Comment comprendre? On n'a pas pris une infirmière pour que j'aime bien même un mannequin pour essayer de mettre un sérum. Donc ça veut dire, ou même, si mon sam quitte le gradué comme ça, moi connaître lui, ou même sous malade, c'est sous mon sort tombé, à me garantir qu'on va guérir. Donc c'est des histoires simples que lors du monde, il faut une salle de pratique ou salle de situation. Il faut du monde que ou pas capable par exemple, un bon exemple sous capable non même. Un docteur pas qu'un professeur de soins infirmiers dans l'école infirmière. Parce que nous-mêmes docteurs, on pas apprendre nous soins infirmiers. Vous comprenez? Donc si c'est un docteur qui a fait cours soins infirmiers, je regrette ça pour lui, il ne répond à critères de l'école soins infirmiers. Docteur, il y a des parle, soins infirmiers, il y a des pas sont spécialistes en soins infirmiers qui pour apprendre si mounio et module soins infirmiers. Donc c'est autant de bagailles, c'est des problèmes que nous rencontrons comme ça que nous disons qu'il faut fixer, mais on connaît. Au lieu de fixer là, c'est avec un grand monde nous veut faire tout bail. Donc qui ça vient bail? Des gens qui formés qui pas répondre à profession que ça n'a besoin, qui pas cadré dans aucun pays au monde avec ça à chercher. Donc pour cela, nous sommes obligés de dire que nous gagnons qui là. Naturellement, ce n'est pas la dernière cohorte, je nous dis. Il y a pas l'évaluer l'autre progressivement, mais ça nous évaluer, il n'y a pas de route pas boire, c'est pour mettre les recommandations en pratique pour qu'ils soient reconnus par le ministère de la Santé. Sachez que des responsables d'institutions certifiées ont salué cette initiative. Des responsables du ministère de la Santé publique et de la Population. Ceci va avoir un impact positif, direct, sur la qualité du système sanitaire en Haïti. Suivez tour à tour les déclarations de Guibert Barthelmy et Michel Dessous, respectivement responsables d'ADEM et UNASMO, 2 institutions certifiées ce jeudi. Ils étaient au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Donc nous pensons que c'est une bonne chose donc, pour le système de santé en général qui peut avoir un impact direct sur la qualité de soins. Donc parce que l'école qu'on y a gagné un curriculum standardisé qui fait toute l'école qui aujourd'hui qui reconnu qui est agréé par le ministère après capable d'appliquer le même curriculum là. Deuxième impact ça peut gagner examen d'état qui lui même pour évaluer connaissances étudiants il peut capable mieux faire parce que toute l'école va suivre le même programme là et ça vient de un sentiment d'engagement tout pour que l'école va aller de l'avant donc pour que nous tous nous mettons tête nous ensemble qui est dans le domaine formation pour que nous soyons capables d'améliorer la qualité de formation et ceci qualité de soins donc dans le pays. Donc le logo ça que nous recevons sont moyens pour que Liban plus
courage plus détermination pour que nous travaillions de concert avec le ministère là et surtout pour que nous mettions en application conclusion du discours ministre là pour nous rejoindre mission, vision ministère là pour les 25 années à venir. Un sentiment de travail bien fait parce que dans la société, lorsque il y a des groupes qui travaillent, il faudrait une entité qui reconnaît l'effort que vous faites. Donc nous ne pensons pas à ça, le ministère reconnaître l'effort que nous-mêmes, acteurs qui évoluent dans le secteur enseignement, fait. Donc identifier nous-mêmes, l'identifier paquet l'autre l'école qui gagne droit ça, nous le donc son sentiment de fierté. Autre point, ce journal, faire de la migration et des rapatriements d'Haïtiens une opportunité, c'est le thème autour duquel ont été centrées les discussions de ce jeudi dans le cadre du programme baptisé les Jeudis de la gouvernance publique, initiative conjointe organisée par le projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti, PARGEP, et l'École nationale d'administration de politique publique. Le thème de ce jeudi a été choisi dans un contexte où la menace de déportation massive d'Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine fait couler beaucoup d'encre dans le pays. Deux experts en matière migratoire, Georges Michel et Vario Serran, ont débattu de la nécessité d'avoir une politique publique de migration en Haïti, a rapporté la coordonnatrice du PARGEP, Magali Cadet-Rodrigues. Ces déclarations au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Dans un contexte particulier de retour massif d'Haïtiens qui est en République dominicaine. Et c'est une question qui préoccupait tout le monde, tout Haïtien en général, mais le monde qui a fait gouvernance en Haïti. Comme PARGEP, ces projets d'appui à la gouvernance publique, nous avons commencé à réfléchir sur ça avec partenaires nous et nous avons estimé que c'est le moment pour nous capables de faire conférence pour nous permettre à des experts haïtiens. Je veux dire, c'est Georges Michel, qui sont historiens en matière de migration, et Vario Serran, qui sont spécialistes de la migration. Nous avons fait au Vini pour rencontrer fonctionnaires haïtiens, responsables haïtiens, étudiants dans la NDC, pour on va dire, faire un débat sur la question, même contribution en quelque sorte, pour faire une politique migratoire haïtienne. Parce que faut que nous connaissions, je dis, en Haïti, pas gagner politique publique pour adresser la question migration. Par contre, pour qui ça, mais c'est vide que nous estimons qu'il va le combler et ces contributions par nous. Nous faisons conférence ça, je dis, dans la NDC, et débat pour le faire, nous allons voir ça, et puis il y a des gens qui ont des solutions que pour le proposer pour adresser, pour le gouvernement capable de relever des défis. Ça, c'est un véritable défi. Nous connaissons la situation économique haïtienne, la situation sociale, la situation politique fragile. Pour en même temps, nous pourrons gagner pour accueillir près de 300 000 Haïtiens dominicains. Il y a deux thèmes qui étaient traités. En général, c'est faire de la migration et des rapatriements d'Haïtiens une opportunité. Le coordonnateur du collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, a exprimé ses préoccupations quant à la façon dont les autorités haïtiennes gèrent la question du rapatriement massif d'Haïtiens en situation irrégulière en territoire dominicain. M. Argan a déploré que les responsables d'Haïtiens ne font que courber aux différentes décisions prises par les Dominicains sans être à même d'imposer son point de vue. Jean-Robert Argan fait remarquer qu'il n'y a rien qui prouve que les personnes ciblées par la déportation massive en République dominicaine sont effectivement des Haïtiens. Le coordonnateur du collectif 4 décembre plaide en faveur du renforcement de la production nationale pour éviter que les Haïtiens se rendent en territoire dominicain à la recherche de mieux-être. Écoutons Jean-Robert Argan. C'est ce déversement de centaines de milliers d'individus, parce que nous disons encore individus, parce qu'il n'y a rien qui dise que ce soit vraiment des Haïtiens. Parce que vous, pour nous remonter à 1929, il y a des gens qui fait République dominicaine, il y a des gens qui ne même pas parler créole, qui à l'école l'autre bois, qui à l'université l'autre bois, qui travaillent l'autre bois. On subit le tonnerre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On nous simplement mettait que nous en bas avant nous n'avons pas su tenir la barre et répondre du tac au tac à la République dominicaine et imposer la position haïtienne. Mais ça, nous voulons. Ce n'est pas question que reposer de nous appuyer tout en bas. Oui, que de tous les pays du monde, il y a un processus de renvoi aux citoyens. Ça existe. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? La loi nous dit, la Constitution nous dit, bon,
depuis que nous avons un papa haïtien, un maman haïtien, quel que soit le pays que vous faites là, où c'est haïtien. La a commencé à partir du 17, en fait, à partir du 17 juillet, et ce qui est normal. Donc il n'y a pas de question fort de quoi que ce soit. Et nous pensons qu'il est temps que nous reprenons orgueil, nous reprenons dignité, nous n'avons pas besoin de faveur République dominicaine. C'est nous pour qu'on ça pour nous faire avec haïtiens, c'est nous pour créer ça pour nous créer la carrière, pour nous créer la carrière, pour nous pas tourner que tout le monde c'est jeter toute vie, nous cherchons un visa pour nous aller. Ce n'est pas normal. Donc je crois que l'essentiel, et c'est pour ça qu'au niveau du collectif 4 décembre, nous dit que cheval de bataille, nous, c'est production nationale là. Je l'ai annoncé en début de ce journal, installation ce jeudi de Clément Bélisère comme directeur général de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCL BP. Un remplacement de Harry Adam qui a passé 3 ans à la tête de cette institution. C'est le Premier ministre Evans Paul qui a présidé la cérémonie d'installation. Dans son intervention, le chef du gouvernement a estimé que le directeur sortant de l'UCL BP peut s'enorgueillir de son support dans le cadre des projets de reconstruction post-séisme et concernant le nouveau DG de l'UCLBP, l'ingénieur Clément Bélisère. Le Premier ministre s'est réjoui de la façon dont M. Bélisère a dirigé le projet de relogement et réhabilitation des quartiers 16-6. Il a rappelé au nouveau directeur de l'UCLBP la tâche énorme qui l'attend. Evans Paul au micro de Ludmilla Marc et Randy Harris. Il a dirigé le projet 16-6 avec satisfaction. Grâce à cette gestion, plusieurs familles haïtiennes victimes du fléau du 12 janvier 2010 qui vivaient sous des tentes et sur des places publiques un peu partout dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ont pu retourner chez elles ou retrouver un toit où elles peuvent se reposer en toute quiétude. Ce projet 16-6 consistait au retour des populations déplacées chez elles avec celui du logement et de la réhabilitation des quartiers, tout en facilitant la création d'activités génératrices de revenus et de mobilisation communautaire. C'est un succès qui mérite d'être encouragé à plus d'un titre. Il a pour mission d'assurer la coordination ou la mise en œuvre des projets de construction de bâtiments publics et de logements sur le territoire national, encourager les investissements privés dans la reconstruction des agglomérations urbaines détruites lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et conduire une réflexion globale autour de la reconstruction pour ensuite proposer au gouvernement une politique en matière de reconstruction post-séisme. Le directeur sortant de l'UCLBP, Harry Adam, en a profité pour dresser un bilan jugé positif de son passage à la tête de l'institution, faisant état de 5 places publiques inaugurées ainsi que 5 complexes sportifs, un hébergement de secours. Il a ajouté que le Triomphe et le bâtiment du corps d'intervention pour le maintien d'ordre sont prêts pour l'inauguration. Harry Adam a en outre indiqué que 14% des personnes déplacées après le séisme sont retournées dans leur quartier d'origine. Écoutons l'ex-directeur général de l'UCLBP, Harry Adam, au micro de Ludmilla Marc et Randy Harris. Je peux sans embâche affirmer, en dépit de certaines contraintes, que le bilan de l'UCLBP est positif. En témoigne l'inauguration de 5 places publiques et tout récemment du kiosque Occidenti, 5 complexes sportifs à travers le pays, un hébergement de secours, le Triomphe et le bâtiment du CIMO qui sont prêts pour être inaugurés, la villa d'accueil qui est au stade de finition et la cour de cassation qui sera inaugurée au plus tard au début du mois d'août. Le Champ de Mars aussi accuse un taux d'achèvement de 95%. Par ailleurs, plus de 94% des personnes déplacées après le séisme sont retournées dans leur quartier d'origine et bon nombre d'entre eux ont reçu une subvention au loyer. Plus de 2000 familles ont bénéficié d'une maison construite ou réhabilitée et Haïti dispose présentement d'une politique nationale de logement et de l'habitat, la PNLH, qui a été adoptée depuis environ 19 mois. Plus de 5 autres bâtiments publics sont en chantier, dont ceux du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui devraient être achevés en décembre prochain. Des études sont terminées pour au moins 3 autres bâtiments publics
et il reste des formalités administratives pour le lancement dans un proche avenir des travaux des principaux tronçons de la route, enfin des routes de la cité administrative. Pour sa part, le nouveau directeur exécutif de l'unité de construction de logements et bâtiments publics UCL BP, Clément Bélizaire, a remercié l'administration Martelly d'avoir fait choix de lui pour occuper ce nouveau poste. Il dit souhaiter travailler en vue d'assurer la continuité des œuvres entamées par son prédécesseur. Suivez les propos de Clément Bélizaire. Faute de meilleurs mots, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui est merci. Merci d'abord au président Michel-Joseph Martelly et à ses conseillers de la première heure de leur confiance et d'avoir fait choix de moi à l'avant-veille de son investiture pour réfléchir avec nos partenaires internationaux et acteurs locaux sur une méthodologie pour loger les déplacés post-séisme de la dignité. Ainsi a pris naissance le projet 16-6 qui deviendra plus tard la division relogement et réhabilitation quartier de l'UCLBP et nous connaissons tous cette histoire. Merci aux 4 administrations du président Martelly de leur confiance, de leur collaboration et de leur support. Je veux parler des administrations Martelly-Belle-Rive, Martelly-Cony, Martelly-Néamont et aujourd'hui Martelly-Paul. L'ingénieur Harry Adam, mon grand frère, mon aîné de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, notre DG privé personnel à l'UCLBP, dont nous, les cadres de l'UCLBP jouissions secrètement et jalousement de ses grandes capacités, son expérience, sa vision et son leadership. Harry, merci 1000 fois de ton support, ta collaboration et par-dessus tout, ton support fraternel. Tu vas beaucoup nous manquer, Harry. Merci de m'avoir non seulement recommandé pour cette promotion, mais pour m'avoir convaincu de l'accepter. Dans la perspective de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles dans les zones vulnérables en Haïti, la Commission européenne, à l'aide humanitaire, promet d'octroyer un don estimé à 14,6 millions d'euros à Haïti. Il s'agit d'une assistance humanitaire qui sera effective fin 2015 et consacrée aux personnes vivant dans des conditions économiques précaires, notamment celles évoluant dans des camps de fortune 5 ans après le séisme de janvier 2010. Ce nouveau financement va également permettre de consolider les acquis obtenus dans le cadre de la lutte en vue de l'éradication de l'épidémie du choléra dans le pays, a indiqué la responsable de l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne en Haïti, Ségolène Debeko. Ces précisions sont recueillies par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Cette année, on va avoir 14,6 millions d'euros pour, d'une part, l'aide humanitaire qui va couvrir donc la question du choléra. Comment est-ce qu'on s'assure que lorsqu'il y a une flambée de choléra, on répond rapidement pour éviter que la flambée s'étale. Vous savez que le nombre de cas de choléra en 2014 avait beaucoup réduit, si ce n'est qu'à la fin de l'année, il y a eu une recrudescence du nombre de cas, il y a eu une grosse flambée qui a été observée. Et là maintenant, en 2015, on va dire sur les 5 premiers mois de l'année, on a 3 fois plus de cas que pour la même période en 2014. Donc il y a effectivement encore besoin d'intervenir et de mettre des efforts sur cette fameuse réponse rapide pour éviter que quand il y a une flambée, la flambée se propage et essayer de couper la transmission du choléra. Un autre axe d'intervention, ça va être la question des déplacés. Il reste encore plus ou moins 60 000 déplacés suite au tremblement de terre, principalement à Port-au-Prince. On continue nos interventions avec des partenaires pour, d'une part, aider ces gens à sortir des camps et à trouver un logement plus digne. D'autre part, pour les aider aussi à recommencer leur vie et notamment, on fait des activités de formation et des activités génératrices de revenus pour permettre aux gens de recommencer des activités leur permettant de vivre. L'Institut du bien-être social et de recherche a procédé ce jeudi au lancement du site de la cartographie des services pour les enfants d'Haïti, le www.bien-être-social-communauté.gouv.ht. Cette adresse Internet offre un répertoire de ressources, projets et services disponibles en ligne pour les enfants du pays, notamment les plus vulnérables. Il faut dire que ce site a été lancé dans le cadre de la Semaine de l'enfant, réalisé par l'Institut du bien-être social et partenariat avec plusieurs ministères, dont ceux de l'Éducation nationale, de la communication, de la santé, en prélude à la commémoration de la journée nationale de l'enfant le 14 juin prochain. Ariel Gentil-Villedoin est la directrice générale de l'IBERS,
Ces précisions sont recueillies par Wesley Antoine et Jasmin Denis. Il nous fait répertorier les services actuellement existants et nous permet en même temps de saisir les carences devant nous permettre de consolider les politiques publiques du secteur et aussi nous permettre de renforcer la gouvernance et d'améliorer l'utilisation des ressources et des services. Donc le bien fondé de cet outil se situe dans la nécessité d'une meilleure gouvernance, dans la disponibilité et l'accès aux services existants et donc permet d'éviter les duplications, ce qui arrive très souvent. De manière plus opérationnelle, cet exercice de cartographie mené au niveau des 10 départements du pays nous permet de disposer d'un annuaire, d'un agenda, si vous voulez, d'un calendrier, détenant 5 fonctions principales. Archiver les informations sur les organisations de protection qui existent sur tous les 10 départements, archiver les informations sur les services de santé mentale, connaître la position, le positionnement même des organisations fournissant des services et faciliter l'exercice de renforcement, de référencement, parce que c'est souvent que quand les gens sont dans les départements, ils ne connaissent pas les services disponibles. Et ça entraîne beaucoup de décentralisation, de familles détériorées, et vraiment c'est important de savoir où sont situés ces services. Le rappel des principaux titres avant de vous quitter. 3 morts suite à 3 attaques à main armée. Les cadavres de 2 jeunes gens ont été découverts ce matin dans les quartiers de Delmar 34 et 44. Une commerçante a été abattue dans le marché de fruits de mer de Bizoton à Carrefour. Le bureau du contentieux électoral national a tranché sur les 11 cas de recours concernant les contestations de 9 candidatures à la présidence. 4 candidats sont maintenus, 4 écartés. Le cas de Simon Dussel-Dera est confié au CEP. Dans ce journal, la ministre de la Santé publique a apporté des précisions sur sa décision de fermer la morgue de l'HUH. Un manque de ressources, précise Florence Duperval-Guillaume, qui annonce la construction d'une morgue communautaire à Tabar pour pallier le problème. Le ministère de la Santé publique certifie les institutions autorisées à former des professionnels de la santé à travers le pays. 72 écoles ont reçu le logo, les habilitant à poursuivre leur travail. Et puis installation d'un nouveau directeur exécutif à l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCL BP. Clément Bélizer vient remplacer Harry Adam dans cette fonction qu'il a occupée pendant 3 ans. C'est pratiquement la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.